J'ai l'honneur et le privilège de recevoir, en fait, je dis je, c'est on, Steve et moi, recevoir Elena Danaan, qui a écrit ce bouquin, ce merveilleux livre. Ça, je vous le suggère, ceux qui veulent lui demander, parce que je pense qu'il est disponible, c'est toi qui l'envoies ou c'est disponible, Elena, par quelle compagnie? Non, c'est par Amazon. Amazon, c'est Amazon. Donc, le don des étoiles, le guide des mondes extraterrestres, je vous le suggère assurément, c'est excellent. Vraiment, là, moi, je me délecte à le lire sérieusement parce que j'y ai trouvé beaucoup de réponses à l'intérieur de ça. Puis il y a beaucoup d'images, c'est imagé. D'ailleurs, c'est toi qui fais les dessins en plus, Elena? Oui, j'ai des qualités artistiques, donc ça a bien aidé pour faire ce livre. Ah, oui, c'est vraiment super parce que j'ai reconnu des visages de certains êtres, justement, qu'on entend autant parler par les gens qui disent avoir été en contact avec des êtres d'un autre lieu, mais en même temps que moi-même, j'ai pu voir à certaines reprises, et peu de monde savent mon histoire là-dessus, mais à un moment donné, ça va sortir. Je vais en parler aussi de mon côté. Elena, dans le fond, ton histoire, elle commence depuis que tu es très, très jeune. Mais j'aimerais ça aussi avant tout, parce que je veux parler de ton histoire. Tu dis que dans la vie de tous les jours, toi, tu as étudié pour faire quoi? J'ai étudié pour être archéologue. Je suis archéologue. J'ai fait C'est d'abord un diplôme d'art plastique et ensuite archéologue. OK. Et tu as été, si je ne me trompe pas, en Égypte. Tu as travaillé Oui. en Égypte. Oui. Est-ce que c'est dans le cadre de fouilles quelconques pour un contrat quelconque? Oui, bien sûr, j'ai travaillé 8 ans en Égypte pour le compte principalement du CNRS, Centre national de recherche scientifique en France, et aussi pour le gouvernement égyptien. Donc j'ai travaillé principalement à Luxor et au Caire, principalement à Luxor la plupart du temps, sur le site de Karnak et dans la vallée des Rois. Wow! Je t'envie quasiment. C'est quelque chose que j'aurais tout le temps peut-être voulu faire, ça, ou soit tout ce qui est dans la roche, dans la pierre, tout ce qui est archéologie. J'ai tout le temps eu un petit béguin sur ce métier-là parce que, justement, c'est des trouvailles extraordinaires que vous pouvez faire, puis c'est fabuleux. Oui, c'est sûr que c'est assez passionnant, pas toujours facile, ça dépend du pays dans lequel on travaille, mais c'est passionnant, oui, en effet. Si je veux faire un parallèle avec le paranormal et tout ce que tu as vécu depuis que tu es jeune, avec ça, parce qu'il faut être quand même assez terre à terre pour faire ce que tu fais. Mais comment tu maries les deux, le côté parallèle et le côté fantomatique ou paranormal et ton métier? Donc, est-ce que tu es apporté des fois est-ce que ça t'est arrivé des fois de toucher ou d'être dans un lieu et de sentir des vibrations intenses au point de recevoir des images quelconques d'un passé? Oh, absolument, oui. Spécialement quand les lieux, quand j'étais seule sur les lieux, je pouvais absolument ressentir les énergies du passé. Ce sont des énergies très très anciennes et la religion égyptienne, en fait, ce sont des pratiques de magie. Et la magie est quand on fait un rituel magique, l'effet dure éternellement jusqu'au moment où on le défait. Donc, tout était encore vivant. C'était assez incroyable. Oui, j'ai senti absolument des énergies, des présences. Ah oui, il y en aurait beaucoup à dire. Est-ce que tu as été attirée depuis toujours dans ces lieux-là? Ah oui. L'Égypte m'avait beaucoup attirée. Je pense que c'est une histoire de réincarnation, probablement. J'ai été complètement fascinée. Je me sentais revenir aux sources. Quelque chose de très familier. Et oui, il y a toujours eu cette attirance, oui. Parce que je te pose la question parce que, comme plusieurs, j'ai toujours eu une attirance aussi dans ces lieux. Tu peux voir à peu près dans mon décor en arrière avec
c'est l'Égypte, depuis que je suis jeune, que j'ai eu une attirance vers ces lieux-là. Je dis pas que j'irais, parce que c'est plus comme c'était avant. C'est pas la même mentalité aujourd'hui comme c'était il y a 10 000 ans ou 5 000 ans, ou peu importe. Mais j'ai une petite attirance, comme s'il y avait un petit quelque chose qui me dit que j'ai déjà été dans ce coin-là, dans une autre vie. Ah oui, bah oui, mais c'est normal, on est attiré, hein, il y a quelque chose qui résonne. C'est une résonance, c'est une résonance quantique qui est temporelle, intertemporelle, je pourrais dire. Ouais. Ah, pour moi, en tout cas, j'ai le même. J'ai jamais mis les pieds en Égypte, quoique je sais que j'ai une appartenance à quelque part dans ce secteur-là de la planète qui m'ont toujours parlé. Je regarde ton fond en arrière de toi, Elena, qui a des signes aussi avec comme un peu. On peut retrouver un peu comme un mélange de la fleur de vie avec les. Je sais pas, ça fait comme. Parce que c'est toi qui as fait cette image-là derrière, hein? Oui, c'est mon art. C'est le Métatron. C'est le symbole, oui, c'est le symbole de la fleur de vie. Métatron, c'est la géométrie sacrée. C'est un symbole très, très ancien. Oui. Si je veux te poser des questions à partir de ton enfance pour tout ce qui t'est arrivé, parce que il t'en est arrivé vraiment beaucoup, là. Mais on part de vraiment quand tu étais vraiment très jeune, parce qu'on parle ici de même tu étais encore aux couches, là. Oui. Je pouvais même pas parler encore. Tu te souviens de ces choses-là, de cet âge-là? Ah oui, ben, je me souviens, mais c'est comme si je n'ai jamais perdu le souvenir, la mémoire. Je sais que je peux facilement remonter, même avant ma naissance, mais ça me fait peur, ça me donne le vertige, donc je le fais pas trop. Et puis j'ai l'impression que c'est pas la peine, j'en ai pas besoin. Je suis issue d'une lignée de gens qui ont des habiletés psychiques. Paranormale, comme beaucoup de lignées, souvent, et c'est ma lignée maternelle. Ma grand-mère était une femme chamane, très, très psychique, comme on dit. Et je pense que c'est pour ça que ça a continué, parce que ma grand-mère avait eu des expériences d'enlèvement par des extraterrestres, et je sais maintenant que c'est la même personne, le même être extraterrestre, qui s'occupe de ma lignée et qui me protège. Donc cet être-là, j'en ai le souvenir d'un premier contact lorsque j'étais au berceau, mais je ne pouvais même pas encore parler. Tout ce que je savais faire, c'est pleurer et crier. Non, il m'a enlevé à l'aide de ces aides, parce qu'ils ont des aides, ces gens-là, qui font le travail pour eux. Donc cet être, il fait partie d'une race très très ancienne, j'en parlerai plus tard, très bénévolent. Donc ce souvenir que j'ai, c'est ma grand-mère me lisait une histoire. Ma grand-mère est toujours présente quand il y a eu des phénomènes ovnis et des apparitions, tout ça. Elle était toujours là, c'est assez intéressant. Donc elle me lisait une histoire pour m'endormir, et derrière elle, j'ai vu apparaître un petit gris, un extraterrestre, et je me suis mise à hurler. C'est comme s'il sortait du mur, et elle ne l'avait pas vu, et j'ai été très effrayée, très très effrayée. Et je me suis mise à hurler, et puis il a disparu, le fait que je hurlais. Il a eu peur, je l'ai effrayé, il est disparu. Ma grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc je me suis calmée, elle est partie, elle m'a laissé dormir. Et puis mon prochain souvenir, c'était, je me retrouve à flotter au-dessus de mon lit dans une grande lumière, un rayon lumineux bleu qui tombait du plafond. Et j'étais en train de m'élever, mais physiquement vraiment, hein, de mon lit, j'étais au-dessus de mon lit. Et c'était un lit de bébé avec les barreaux en bois. J'étais au-dessus des barreaux en bois, j'étais au-dessus du lit. Et ça, et le souvenir d'après, je me suis retrouvée, je tombe dans mon lit, je retombe dans mon lit, vraiment je le sens, et c'est le matin. La nuit est passée comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et ma grand-mère monte les escaliers en courant parce que je criais.
Après, récemment, il y a plus d'1 an maintenant, j'ai fait de l'hypnose quantique. Donc, c'est au cours de cette hypnose quantique que j'ai su ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me suis retrouvée à bord d'un vaisseau spatial avec ces petits êtres gris, mais c'est pas les petits êtres, les gris effrayants et que l'on voit. Ceux-là, je les ai rencontrés plus tard. Ceux-là, ils étaient différents. Je dois dire, ils étaient mignons. Ils étaient mignons avec leurs grands yeux et ils étaient souriants. Ils étaient très doux, comme des infirmières, vraiment à essayer d'être le plus gentil possible. Ils m'ont allongée sur une table métallique dans le vaisseau. Et je me souviens très bien de ce vaisseau. C'était tout comme formé d'un seul bloc à l'intérieur, dans cette pièce. Il y avait une grande lumière au plafond. Ils m'ont... J'avais peur, mais j'étais paralysée. Et puis aussi, j'avais peur. Hein, donc, il y en a un il a pris un objet oblong, il m'a mis sur ma poitrine. Et il y avait une grande chaleur. Et j'ai eu ma poitrine devenir rouge à l'intérieur. Ça m'a calmée instantanément. Et je me sentais bien. Et puis cet être grand est élancé, est entré. Donc c'est cet être qui s'occupe de protéger ma lignée. Son nom est Anax. Il ressemble à un grand gris, mais en fait c'est une race complètement différente. Il a la peau brune, il a un grand crâne. Il a des yeux indigo, des grands yeux indigo avec une pupille bleu clair, c'est très joli. Un petit nez. Il ressemble comme un gris, mais voilà, il est différent. Donc il a commencé à m'examiner, juste me bouger les jambes, les genoux, les bras, tourner ma tête, et puis il souriait, il était gentil. Il a mis sa main sur ma poitrine pour me calmer, et puis c'est comme s'il était satisfait que j'allais bien. Et puis par télépathie, il m'a dit, je me souviens, il m'a dit que tout va aller bien. Il m'a appelé mon enfant. Et j'ai trouvé ça étrange quand j'ai vu ça au cours de la séance d'hypnose, pourquoi cet être ça m'appelle mon enfant. Mais c'était pas mon enfant comme on dit affectueusement. Il y avait quelque chose, comme si j'avais vraiment quelque chose de lui. Et il s'est trouvé que oui. J'ai un peu de son ADN en moi. C'est assez long à expliquer, mais ces gens-là font partie d'une structure qui s'appelle le Conseil des 5. Et ils s'occupent de réactiver l'ADN de certaines lignées sur Terre. Donc ils enlèvent les gens et de génération en génération, ils vont activer un peu plus. Donc c'est ce qu'il faisait avec moi. Apparemment, oui, il avait fait ça avec ma grand-mère. Et puis voilà, ils m'ont ramené, mais je sais que cet être, et je suis toujours en contact. De temps en temps, je suis en contact avec lui. Et j'avais complètement oublié. Hein, il m'avait effacé la mémoire. C'est juste l'hypnose récente qui m'a ramené le souvenir de lui. Et en 2018, il a repris contact juste avant la séance d'hypnose, mais je ne savais pas que c'était lui. Enfin, c'est tout expliqué dans mon livre, une histoire assez complexe. Donc voilà, ça c'est l'histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au berceau. Quand tu dis sauver à 9 ans, c'est parce que il y avait des êtres plus malfaisants dans les petits gris, je présume. Oh oui, il y a plus de 160 races différentes de gris. Donc ceux-là étaient de Zeta Reticuli et c'était pas des gentils. Ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais avec ma grand-mère encore à la fenêtre de la chambre et on a vu un ovni dans le ciel. Et on l'observait, c'était assez fascinant. Hein. Il était énorme au-dessus de la maison. Il pulsait avec une lumière orangée. Et ma grand-mère m'a dit « Ah, ben ça, c'est des êtres qui viennent d'une autre planète. »
Moi, j'avais 9 ans. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Ah bon? Mais il y a des gens sur des autres planètes. Ma grand-mère semblait habituée et pour elle, c'était normal. Elle était contente. Je pense que ma grand-mère ne m'a jamais vraiment tout dit. Elle n'est plus de ce monde. Ah, ok. Non. Eh oui et non. Est-ce que tu nous parles présentement de cette histoire-là ici? Oh non, ça c'est autre chose encore. Ok, ça, parce qu'en 1980, oui, c'est ça, avec ta grand-mère, voilà. Avec le faisceau, c'était un autre. Ok, c'est beau. Voilà, c'est ça. Donc là, le souvenir que j'avais, on regardait cet ovni à la fenêtre et tout d'un coup, l'ovni a changé de couleur. Il est devenu plus pâle et ma grand-mère m'a dit oh, regarde, il s'en va, il change de couleur, il va partir. Et j'ai dit mais comment elle peut savoir ça? Et effectivement, il a fait un zigzag tout très 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 rapide et il a disparu. Et j'étais fascinée. Je ne me souvenais pas de ce qui s'est passé dans cette nuit. C'est l'hypnose qui m'a donné la réponse. Mais en fait, je vais en parler. Le souvenir que j'avais après, c'était me réveiller le lendemain matin, toute nue, dans mon lit, ensanglantée, toutes mes jambes couvertes de sang et du sang plein le lit. Et on a dû m'hospitaliser pendant 2 mois. Et j'avais des marques triangulaires sur les poignets. Alors, ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai été enlevée par d'autres gris qui ont toujours un même rayon lumineux, un peu plus clair, une lumière un peu plus blanche. Ils étaient 3. Alors là, ils étaient différents, des gris différents, un peu plus grands, mais quand même encore de la taille d'un enfant, vêtus de combinaisons noires, glossy un peu. Ils m'ont soulevée avec eux. Je me suis retrouvée dans un vaisseau, mais j'étais terrorisée. Là, c'était complètement une autre histoire. Hein. C'est totalement différent. Rien à voir avec ce qui m'est arrivé en tant que bébé. J'étais dans cet ovni. Il faisait très froid. C'était sombre. J'arrivais à peine à respirer. C'est vraiment glacial. Température glaciale. J'étais paralysée. Pareil, il m'emmène sur un lit métallique qui était un peu différent. Il y avait plein d'instruments autour. C'était vraiment très effrayant. Des instruments avec des leviers, des écrans. C'était bizarre. Et il y avait une petite desserte table avec des instruments dessus. Et une grande lumière au-dessus. Est-ce qu'il y avait des humains à travers eux? Non. Ou c'était seulement que vraiment des petits gris? C'était des petits gris et ce que j'ai compris après, c'était des formes synthétiques, des clones. Donc, ils avaient juste une conscience, mais basique, juste pour faire leur tâche. Ils allaient très vite. Hein, ils m'ont enlevé ma chemise de nuit, très très vite. Hein, ils m'ont mis des straps au poignet. C'était ça, les aiguilles qui m'ont injecté un produit, en fait. C'était les marques que j'ai eues. J'ai fait le dessin dans mon livre de CCC. Je me souviens très bien des instruments. Ils m'ont attaché les chevilles, le cou et ils m'ont fait des misères. Ils m'ont mis un implant dans la tête. Je ne pouvais pas bouger, mais je sentais la douleur. Hein. Ça, c'était horrible. Et puis aussi, ils m'ont mis quelque chose dans le bas-ventre et c'est ce qui m'a provoqué l'hémorragie. C'était très douloureux. J'imagine que c'était en passant par tes organes génitaux. Oui, tout à fait. Étant donné que tu étais ensanglantée le lendemain en plus. Et, parce que je vois aussi comme dans le livre, j'ai montré l'image, donc tu as été vérifiée à l'hôpital suite à ça parce que c'était anormal qu'à 9 ans, quelqu'un puisse avoir du sang sur les cuisses, mis à part quelqu'un qui commence ses cycles menstruels. Mais ce n'était pas le cas. Oh mais non, on m'a checké pour les hormones, c'était pas du tout le moment. On m'a même provoqué les règles en fait, parce qu'il fallait que ça rentre dans la normale quoi. Le médecin n'avait aucune réponse donc on m'a fait un traitement hormonal. J'ai commencé à prendre la pilule et j'ai eu mes règles provoquées après 2 mois. C'est pour ça que je suis restée à l'hôpital 2 mois.
Mais les saignements continuaient. Ça a été, j'ai passé l'enfer, hein, toute mon adolescence avec ça. Donc, tu as des papiers du médecin aussi qui confirment qu'ils t'ont traité comme pour une rubéole parce qu'ils croyaient que c'était ça. Okay. Voilà, parce que le médecin de famille a été appelé le matin même. J'étais dans mon lit ensanglantée avec ces marques sur les poignets. Les marques, je ne les ai pas remarquées tout de suite. Moi, ce qui m'a horrifiée, c'était la douleur dans le bas-ventre qui était intense et qui brûlait et ce sang qui coulait. Le docteur ne pouvait pas, il comprenait pas, il disait ça doit être les règles, on va voir, ça peut pas être autre chose, mais il n'y avait pas de cas dans la famille de règles de période aussi précoce, c'était pas dans la génétique de la famille. Et il a vu, c'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte des marques sur mes poignets. Parce que le médecin a regardé mes poignets. Et là, j'ai vu et je me suis rendu compte et j'ai paniqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il ne comprenait pas et ma mère voulait absolument une réponse. Et le médecin a dit, ça doit être la rubéole. Mais je n'avais pas du tout la rubéole. Donc, il a marqué, j'ai mon carnet de santé. Ce qui est super, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout le carnet de santé était écrit à la main. Donc, je l'ai récupéré. Oui, voilà, j'ai fait une photo. Oui. C'est marqué rubéole avec un point d'interrogation. Oui, exactement. On va faire une courte pause parce que... Elena, il y a quelque chose dans ton livre que tu as écrit qui est venu me chercher pour une raison, je te le raconterai, à moins que je te le dise tout de suite. Il m'arrive moi-même de faire des expériences vraiment par télépathie, parce que tout le monde est capable de faire ça. Et j'essayais d'entrer en contact avec des personnes défuntes. Puis j'étais avec mon conjoint assis au feu, puis je m'étais dit, bon, on essaie-tu de rentrer en contact avec ton père? Puis ils disent, OK, c'est beau, on part, on se concentre. Ça a pas pris quelques secondes. On m'a envoyé une image de son père qui était dans un genre de tourbillon d'étoiles, ou je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et ça me disait qu'il était indisponible pour le moment, qu'il ne pouvait pas venir parler avec nous. Ça reste comme ça. Je disais, OK, je vais essayer avec mon père, qui est décédé en 2017, et j'ai vu mon père, je l'ai visualisé bizarrement, très bien quand même, et je lui ai demandé à mon père comment ça fonctionne pour qu'on puisse le voir, où il est en ce moment, comment est-ce qu'il est. Et la première chose qu'il me répond, c'est que c'est comme si on était toutes des particules dépixelisées. Notre corps est dépixelisé et on est partout à la fois, dans le vent, dans la pluie, partout, dans l'air. Et on est partout dans l'univers, mais la seule façon qu'il y a de se montrer, c'est d'assembler toutes ces particules pour revenir pixeliser ensemble et me montrer une image de ce qu'il est. Quand j'ai vu ton histoire, ça m'a fait vraiment penser un peu à cette question-là. Tu es d'accord avec ce que je dis? Oui, tout à fait. Ça m'arrive très régulièrement. Et c'est eux qui gèrent le processus. Je ne saurais pas le faire moi-même, ou peut-être, mais je n'ai pas essayé par moi-même encore. C'est quelquefois, ils appellent ça décorporation. Ils m'enlèvent hors de mon corps et ils me redensifient. C'est l'expression qu'ils utilisent. Ils me redensifient au point de destination. Ils redensifient la liaison entre les particules de mon être. Ça fait que pendant un moment temporaire, quelques heures, j'ai une apparence physique, bien physique, et j'ai des expériences physiques. Puis après, bon voilà, quand le champ de force qui maintient tout ça est coupé ou s'altère ou se fatigue, je me dédensifie et je suis attirée de nouveau vers mon corps qui est resté sur Terre. Donc, c'est le même principe. OK, parce que je vois dans ton histoire, justement dans ton livre, où ce que tu racontes à un moment donné, où que tu étais dans ta chambre, je crois, avec le rayon.
Je sais, je sais de quelle histoire. Je sais que tu sais de quelle histoire je parle. Oui. Où est-ce que tu as été aspiré, mais que ton corps était toujours chez toi et tu t'es vu monter. J'aimerais que tu la racontes un peu. Oui, alors ça, c'est vraiment différent des autres abductions. C'est une décorporation. C'était aussi une abduction, mais qui n'était pas avec mon corps physique. C'était l'abduction de mon corps éthérique, en fait. C'était après mon sauvetage. Euh, après, oui, en fait, je n'ai pas raconté mon sauvetage encore. Après mon sauvetage à l'âge de 9 ans, après l'histoire de l'hôpital et tout ça, l'être qui m'avait sauvé m'enlève, et de cette manière-là. Et je me retrouve dans les nuages, dans un endroit dans les nuages, c'était assez étrange, en face d'un vaisseau spatial. Et il redensifie mon corps. Mon corps se redensifie. Et j'avais les pieds un peu transparents, c'était bizarre, mais je pouvais serrer mes mains et sentir mon corps. Et vraiment, c'était mon corps de petite fille en chemise de nuit, c'était très étrange. Et donc, il était là, mon sauveur. En fait, oui, j'aurais dû parler de mon sauvetage avant. Ben, on peut y aller. On peut y voilà. aller, puis tu reviendras à cette étape-là, si tu veux. Oui, en fait, je pourrais la finir maintenant. Il m'a dit que j'avais choisi cette mission et que je devais retourner sur Terre dans ce corps de petite fille. Et je voulais pas, je m'agrippais à lui. Et il m'a dit non, tu es là pour quelque chose, tu as une mission à accomplir, c'est pour ça que tu es venu et tu dois faire ton temps en bas. Je dis là, non. Et il a mis une main sur mon front et j'ai perdu connaissance. Et je me suis retrouvée dans mon corps en bas. Donc, qui est cet être? Mais oui. Alors, cet être, il est né dans les Pléiades, sur la planète Héra. Sa race est Ahel. Donc, quand je me suis fait enlever à l'âge de 9 ans par ces grilles de zeta reticuli, ils m'ont mis quelque chose dans mon ventre, ils m'ont mis cet implant dans la tête qui est en fait un tracker et un moniteur de santé. Pendant la procédure, ils étaient en train de me trafiquer à l'entrejambe. Et pendant la procédure, tout le vaisseau s'est mis à trembler. Il y a eu une explosion dans la pièce d'à côté. La porte a volé en éclats. Et il y a 2 hommes, 2 grands hommes en espèce de combinaison spatiale avec casque, qui ont fait irruption dans la pièce. Ils avaient des petits pistolets, pas des pistolets, mais des espèces de tubes. Ils ont tiré comme des rayons d'énergie. Ils ont tué les petits gris et il y en a même un qui s'est fait étrangler. Ils m'ont libéré. Ces 2 hommes m'ont détaché, ils m'ont emmené. On s'est téléporté à bord de leur vaisseau. Et ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle les Nordiques. Mais en fait, c'est très délicat parce que sous l'appellation nordique, il y a beaucoup de races différentes. Bénévolents et malévolents. Ils ne sont pas tous gentils, les Nordiques. Il y a plusieurs races. Donc ceux-là étaient très, 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 très bénévolents, hein, très, très gentils. Ils travaillent pour la Fédération Galactique. Donc, ils m'ont emmené donc je me suis retrouvée sur ce vaisseau. Et la température était chaude, c'était incroyable. Alors cette scène-là, bien sûr, hein, c'est ce qui m'a été... je me suis souvenue par hypnose. Ils m'ont allongée sur une espèce de sofa. Il y avait une femme qui était là, qui était très gentille. Ils avaient tous des cheveux blonds, différentes races. Je pouvais voir différents types raciaux. Mais ils étaient tous blonds, avec des grands yeux. La dame, s'est occupée de moi, elle m'a nettoyé, m'ont nettoyé le sang. Mon sauveteur m'a mis sa veste de combinaison spatiale sur moi pour me réchauffer parce que j'étais toute nue. Et elle a essayé de commencer à m'enlever l'implant que j'avais dans la tête. Elle n'y arrivait pas parce que apparemment, là où c'était placé, c'était trop dangereux de l'enlever. Il fallait faire vite parce que c'était un tracker, ça envoyait un signal. Il y a
ils commençaient à avoir la pression. Mon sauveteur, qui était le capitaine du vaisseau, commençait à lui mettre la pression à cette dame. Et finalement, ils ont décidé au lieu de détruire cet implant ou d'essayer de l'enlever, ce qui m'aurait fait du mal de toute façon, l'un comme l'autre, ils ont décidé de recalibrer cet implant sur les fréquences, leurs fréquences en fait. Donc ils l'ont piraté et recalibré sur leur fréquence. Et tout d'un coup, j'ai pu comprendre leur langage. Et cet implant, je l'ai toujours. Et c'est quelque chose qui est très pratique pour communiquer télépathiquement. Cet implant-là, il est situé dans la tête. Oui. Et l'autre dans le ventre, ils ont réussi à l'enlever, tu dis? J'ai rien dans le ventre, c'était pas un implant. C'était deux. Un tracker? Non, c'était c'est 2 matrices qu'ils ont mis, des matrices pour recevoir des œufs, qui n'ont jamais pu recevoir les œufs puisque le processus a été interrompu. Une a été enlevée, j'ai reçu une opération chirurgicale quand j'avais 30 ans, et l'autre est toujours là, mais elle a été brûlée par des ultrasons. Donc on me l'a brûlée. Et est-ce que c'est dans un hôpital que ça a été fait ou par des êtres? Dans un hôpital. Alors c'est assez intéressant parce que donc on m'a enlevé ça quand j'avais 30 ans, et on a vu, le chirurgien a vu qu'il y en avait un deuxième, mais le deuxième, il ne pouvait pas l'enlever. Mais il dit c'est comme un fibrome, mais c'est vide, c'est quelque chose de bizarre. Et donc, mes sauveteurs m'avaient enlevé entre-temps et m'ont dit, on va t'aider à détruire ce truc. Et ils m'ont envoyé une dame, une extraterrestre, que j'attendais dans une salle d'attente, dans un magasin. Et entre cette grande femme blonde, avec des longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus métalliques, je savais tout de suite qui elle était. Et elle s'assoit en face de moi, quelques minutes, elle me regarde, on fait connexion, et elle se lève et elle sort et elle laisse tomber un prospectus à mes pieds. Et c'est le prospectus d'une clinique en France qui est la seule à faire ce genre de procédure. C'était au niveau expérimental encore, pour détruire ce genre de choses. Et donc ça a été fait dans cette clinique. Voilà, c'était expérimental, donc j'étais un des rares cas choisis pour expérimenter ça, et ça a marché. Wow! Steve, est-ce que tu as des questions là-dessus? Oui, dans le fond, c'est faire la part des choses entre la réalité de tous les jours et cette réalité-là qui dépense l'entendement un peu pour les auditeurs. Là. C'est un peu comme une double vie. Y a-tu des choses qui ont accroché avec le temps? Oui, enfin, raccrocher. Comment raccrocher ou décrocher, dans le fond, c'est comme vivre entre deux réalités. Oui, alors, oui, tout à fait. Alors, j'ai un esprit très pragmatique, spécialement quand j'ai travaillé en archéologie, étudié l'archéologie, été employée par ce centre scientifique. J'ai dû bloquer, j'ai dû faire un déni parce que sinon c'était pas possible. J'ai dû vraiment faire un choix parce que vivre entre les deux, c'est destructeur. C'est pas facile du tout. Et pour ma santé mentale, j'ai fait un choix. Lorsque j'avais 16 ou 17 ans, la dernière fois, je crois que j'avais 18 ans, la dernière fois que je les ai vus, j'ai dû faire un choix. J'ai dit non, mais ça y est, je fais un choix, vie normale, vie sociale. Je vais essayer de me faire des amis parce que là, c'est pas possible. Mais ça a été dur, très très dur. J'en ai quand même souffert parce que j'avais ces souvenirs et de contacts, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et mes amis me manquaient en fait. J'avais ce contact qui était toujours là et cet implant de temps en temps qui s'activait et c'était difficile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que la communauté scientifique absolument est fermée sur ça. C'était très difficile. Mais même pour moi-même, hein, c'était difficile. Mais
pas facile à gérer, non, pas du tout. J'ai eu PTSD, je sais pas comment on dit en français, toute ma vie. Le dentiste, c'est un no. Crise d'hystérie, des trucs comme ça. Et ça a été difficile de vivre avec tout ça. Et dans vos nombreuses expériences, vous avez croisé plusieurs êtres. Est-ce que c'est arrivé que dans la vie de tous les jours, vous avez croisé quelqu'un que vous savez que vous avez croisé ailleurs que sur cette planète ou dans cette dimension-ci? J'ai rencontré une fois on m'a dit que c'était un grand voyant médium à Paris au cours d'une soirée. Et cet être, il avait vraiment l'air d'un extraterrestre nordique. Et il m'a regardé d'un air étrange et il m'a dit, ah, ton frère s'occupe de toi. Ton frère te protège. Et il a montré le ciel. Et j'ai dit, mais j'ai pas de frère. Il m'a dit, oui, c'est comme un frère. Il te protège. Et ça m'a perturbée. Et il savait. Je pense que c'est la seule personne, depuis cette femme, qui a déposé ce prospectus à mes pieds aussi. Bon, bah après, c'est toutes mes rencontres physiques aussi. Ils sont apparus dans ma chambre plusieurs fois lorsque j'étais adolescente. Ils m'ont emmenée physiquement à bord du vaisseau à quelques reprises. Ils m'ont emmené faire un tour. Ils m'ont montré comment le vaisseau marchait. Ils m'ont montré des cartes du ciel. J'ai eu plein de souvenirs physiques. J'ai remarqué aussi, je vais te montrer cette image, si on parlerait de cette... Répète-moi le nom. Mayra. Elle, quand elle t'a... Moi, ce qui m'a frappé, elle t'a dit de contacter le professeur Jenkins en Ohio. Est-ce que tu as essayé de faire des recherches sur un homme qui est le professeur Jenkins, justement? Alors, j'avais 16 ans à l'époque et ça m'a terrifiée. Et je n'ai jamais voulu savoir. Et puis, je veux dire, j'avais 16 ans, j'étais une jeune fille comme tout le monde. Et pourquoi on me disait... pourquoi elle me disait ça? Pourquoi j'aurais contacté ce monsieur en Amérique? Mais c'était puis comment Non. Et ce n'est que récemment, après la séance d'hypnose, il y a 1 an et demi, que je me suis dit, je vais quand même essayer de savoir qui c'est ce monsieur. Alors, les images aériennes que Mayra m'avait données avant de me dire, il faut que tu contactes Dr. Jenkins en Ohio, c'était elle m'avait montré dans le mur des visions comme un survol, en fait, ce que j'ai su plus tard, c'était la zone 51. Rien à voir avec l'Ohio. Ok. Mais alors, là où c'est tout recoupé, c'est que je vois sur Internet que il y avait un Dr. Jenkins à la base Wright-Patterson à Dayton, Ohio, spécialiste en sciences cognitives. Et on sait que Wright-Patterson, c'est très lié à la zone 51. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même un truc à trouver là. C'était... Et j'ai commencé à être intriguée, puis je me suis dit non, je ne vais pas contacter cet homme. Non, c'est pas possible, je vais m'attirer des ennuis. Et puis quand j'ai fait mon livre, et je dis tant pis, je me suis dit je vais en parler dans mon livre. Et puis je mets même une petite phrase, si vous vous reconnaissez. En fait, c'était pas une si bonne idée. Peut-être. Ben, on ne sait pas. Je vais te laisser continuer. En fait, je sais pas. J'ai toujours pas eu de contact avec cet homme. Il y a à peu près 6 mois de cela, je rentre en contact avec un homme qui est un militaire retraité au Canada d'ailleurs. Son nom était Stephen Choa de Singapour. Un retraité militaire avec une pension d'handicapé. On s'est rencontrés par Internet parce qu'il faisait partie d'un groupe spirituel et on m'a demandé de faire une interview, une conférence. J'ai dit oui et il était là et on a gardé contact parce qu'il a dit j'ai travaillé dans la zone 51 et ça m'a intriguée.
Alors, on a gardé contact par email et il a commencé à lire mon livre. Je lui ai envoyé mon livre et il m'a dit, mais c'est incroyable. Toutes les races que vous décrivez et les noms des êtres, moi, je les ai rencontrés. Certains d'entre eux. Et on a commencé. Il a commencé à me raconter ses histoires dans la zone 51. Et puis, à un moment, je me suis dit, allez, je vais quand même poser la question. J'ai dit, est-ce que le nom Dr. Jenkins, ça vous dit quelque chose? Et il me répond, mais oui, bien sûr, j'ai rencontré un Dr. Jenkins quand je travaillais dans la zone 51. Il faisait partie des recherches sur le cognitif, sur les pouvoirs des ondes gamma et les pouvoirs du cerveau. Ça correspondait. Et il me dit, mais c'était pas quelqu'un de bien parce qu'il travaillait pour le Vatican. Le programme Secret Space Program pour le Vatican. Est-ce que c'était un jésuite? Pardon? Est-ce que c'était un jésuite? Je ne sais pas. Il m'a pas dit. Donc, il devait travailler aussi à Wright-Patterson, mais aussi, je ne sais pas. C'était la même personne, puisque ça correspondait vraiment. Et dans les années 80, parce que cet homme, Stephen, a travaillé dans la zone 51 dans les années 80. Et c'était exactement le même moment où moi j'ai eu mes contacts, dans les années 80 et début 90. Oui, voilà, à propos de ce personnage. Mais probablement que tu aurais fait partie des expériences, justement, avec les humains versus les extraterrestres, et tu aurais peut-être pu eu de vie, en fait, parce que tu aurais été obligé de rendre des comptes avec qu'est-ce qu'on te dit, tout ce que tu sais, tu vois. Mais oui, mais ça, ils ont essayé de me rattraper il y a à peine quelques années. Quand je suis rentrée d'Égypte, j'ai été employée en tant qu'archéologue à Toulouse, dans le sud de la France. Là, il y a le CNES, le Centre national d'études spatiales, et qui est attenant à mon employeur, le Centre national de recherche scientifique. Donc, j'ai travaillé pour le Centre national de recherche scientifique en tant qu'archéologue. Et un jour, on me dit, tu es invité au centre, au headquarters, au centre administratif, pour faire une évaluation des capacités. J'ai fait d'accord. J'arrive, on t'envoie un taxi, et je m'envoie un taxi, et en fait, je dis, mais attendez, mais on va où là? Je dis au chauffeur, parce qu'on rentrait dans le centre d'études spatiales avec les fusées, tout ça. Je dis, mais on est où? Mais je vais au CNRS, je ne vais pas au CNES. Et il me dit, ah non, mais c'est l'adresse que j'ai. Je dis, oh. J'avais un mauvais sentiment. Même si c'était excitant de rentrer dans ces bâtiments, j'avais un mauvais sentiment. Et on m'emmène là, et je rentre dans un bâtiment, et qu'est-ce que moi, une archéologue, on me faisait aller là. C'était pas... Voilà. Et mais j'avais vraiment mauvais sentiment, parce que... J'arrive dans un bureau, il n'y avait que des femmes. Une table demi-cercle, pareil, forme de lune, c'était amusant, avec que des femmes. Et elles m'ont demandé de faire une évaluation de mes capacités, de tous mes potentiels. Et celle qui dirigeait, elle se penche vers moi, elle me regarde à fond dans les yeux, vraiment droit dans les yeux, elle me dit, toutes tes capacités, toutes vos capacités. Et là, il y avait quelque chose de télépathique, comme si elle entendait, elle voulait, enfin, tout ce qui était médium, psychique, tout ça. Donc, me voilà à faire écrire ce document que je leur rends quelques jours après. Je suis de nouveau convoquée. On a reçu votre PDF, voilà. On a quelque chose à vous proposer. Non, d'abord, elles m'ont fait parler. Est-ce que je peux voir des choses à distance? J'ai dit oui. Elle me dit, elles m'ont interrogée sur remote viewing. Est-ce que je pouvais, moi innocente, oui, je peux faire ça, bien sûr. Et elle me dit, voilà, on a un projet à vous proposer. Ça peut commencer tout de suite si vous le désirez. Vous allez être cobaye pour des expériences de vision à distance. Mais c'est super bien payé. C'est très, très bien payé. Vous ne travaillerez que 2 jours par semaine parce que c'est assez fatigant. 2 jours par semaine? Oui, et extrêmement bien payé.
Ah, regarde, restez là, on va aller à une courte pause, puis c'est sûr que je veux continuer à parler de cet événement-là, parce que c'est très intéressant ce que tu racontes. Alors, restez là, on va revenir tout de suite après. Tantôt, tu racontais justement, tu étais dans un bureau où il y avait plein de femmes, mais répète-moi l'endroit, s'il te plaît. Toulouse, Euh, Centre national d'études spatiales. OK. Et pourquoi, justement, donc, c'était pas ton métier d'archéologue qui les intéressait, c'est qu'ils Non. savaient que tu étais spécial. C'est moi qui les intéressais. Et comment ils savaient, c'est ça qui m'a effrayée. Comment ils savaient. Et j'avais une trentaine d'années et je me souvenais encore de toutes mais j'avais toujours ce déni de mes expériences extraterrestres. Je le savais, mais on est très bon, hein, l'être humain, à dénier des choses que l'on sait très bien. J'ai fait le lien et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose là que je sens pas, je dois partir. Et je leur ai dit, oh oui, je suis très intéressée, je vous donnerai la réponse, mais vous êtes sûr, oui, oui, je veux juste voir comment je peux m'organiser, je vais réfléchir, mais je vous envoie un email ce soir. Je me suis barrée en courant. Pour moi, c'était danger, danger. J'avais ce sentiment que si j'acceptais, si je restais et que je signais et qu'on m'emmenait dans un autre bâtiment, c'était fini. Ma vie c'était comme une prison et j'avais ce sentiment-là. Ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. Et je suis partie en courant et j'ai quitté Toulouse. Hein, je suis peu de temps après. C'est pour ça que j'ai déménagé en Irlande où je vis maintenant. Wow. Je n'ai jamais donné suite. Donc, tu as toujours écouté ton instinct, Oui. à quelque part. Oui. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas si Steve, tu as tout entendu l'histoire. Ton micro est sur mute. Non, mon micro il est OK. correct. OK. Non, dans le fond, c'est parce que quand que je mets en mute, j'entends ce qui se passe un peu comme à la station. Donc, je répète pour les auditeurs, nous sommes présentement en pré-enregistrement. L'émission va être en version vidéo et en version audio pour la station. Et donc, vous êtes à CJMD 96.9. Merci, Steve, du rappel. OK. Parmi tes expériences, je dirais, les plus, à part celles que tu viens de nous raconter, les plus traumatisantes. Mais attends un petit peu, avant que tu embarques là-dessus, avec le récit qu'Elena nous fait, ça me fait tellement penser, surtout quand elle a mentionné la zone 51, la base Wright-Patterson. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux film qui s'appelle La chèvre du Pentagone. Qui est c'est un film, c'est une comédie. Par contre, l'information, le message qui est véhiculé dans le film, c'est une époque où ce que l'armée, justement, faisait des essais du côté alternatif au niveau plus spirituel, la psyché des gens. Et il y a eu des gens qui ont été formés là-dessus, comme pour le remote viewing et compagnie. Mais il y a eu un film qui a été fait sur le sujet. La seule façon de pouvoir présenter cette information-là avait été faite de façon en termes de comédie pour que ça puisse passer inaperçu. Rappelle-moi donc le titre. Le film, c'est La chèvre du Pentagone avec George Clooney et le bonhomme qui faisait Obi-Wan Kenobi dans les nouvelles versions de la Guerre des Étoiles. Que je me rappelle. Ewan McGregor. Ewan McGregor et George Clooney qui étaient dedans. J'ai jamais vu. Non, ça me dit rien du tout, moi non plus. C'est un bon film assez hilarant, mais c'est à se poser des questions à la fin, même si le film est très drôle. OK. Parmi ces moments de danger, comme là, tu viens de nous raconter ton histoire avec cette histoire qui, ma foi, c'est... Oui, c'est vrai. Tu auras probablement vécu tes pires cauchemars de ta vie si tu serais resté là. Mais est-ce qu'il t'est arrivé d'autres choses semblables à ça? Ou est-ce qu'on a voulu expérimenter tes dons ou tes capacités? Je crois que c'était la seule fois. Vraiment,
Officiellement, oui, c'est la seule fois. Ouais. Mais Est-ce comment il que savait, tu vois, wow, vous voyez, tu as nommé tantôt la zone 51? Il y a quelque chose que je veux te poser comme question parce que ça me chicote. Tu as donné une entrevue avec quelqu'un dernièrement et j'ai vu passer cette vidéo-là avec Michael Salla, une entrevue que tu as eue avec Michael Salla et ça me chicote. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience-là? Oui, ça m'a assez traumatisée. C'est cette personne dont je parlais, Stephen Chua, ce soldat retraité qui habite au Canada, avec qui j'ai échangé des informations à propos de la zone 51 et de mes expériences. On a trouvé beaucoup de choses similaires. Nous avons correspondu pendant plusieurs mois, à peu près 5-6 mois par email. Et même au bout d'un moment, on a arrêté de parler de ça. Parce qu'il était malade, il n'était pas bien, il était attaqué par des entités, des maitras, ce sont des grands gris très, très agressifs qui voulaient le faire taire. Et il était assez coriace, il était très coriace, c'était un super soldat, il est très, très coriace, il survivait, il se battait pour la vie. Et donc on avait arrêté de parler de ça, on parlait plutôt de choses plus spirituelles, et de healing et de tout ça. Et puis, pendant 2 mois, je n'ai pas eu de contact. Je commençais à m'inquiéter. Est-ce que tu vas bien? Tout ça, pas de réponse. Et 2 mois plus tard, assez récemment, je reçois un email de lui. Il me dit, juste 3 lignes. Je suis prêt à parler. Je te laisse organiser une interview sur ta chaîne YouTube. Je suis prêt. Et là, j'étais, waouh! Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, mais tu es sûre? À plusieurs reprises, je lui ai laissé l'opportunité de dire, de se rétracter. Vraiment, à chaque page, je lui ai donné l'opportunité de se rétracter. Il était extrêmement déterminé. Est-ce que tu savais qu'il arriverait quelque chose à ce moment-là? J'en avais peur. J'en avais peur, mais bien sûr. Mais attends, mais tous ceux qui ont Phil Schneider, des gens comme ça, mais je veux dire... et je savais que Stéphane, ce qu'il avait à dire, c'était du niveau de Phil Schneider, et même plus. Oh mon Dieu. Donc, je savais que ce qu'il allait dire allait vraiment le mettre en danger, que ça pouvait en mourir, quoi. Moi, ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il y a quelqu'un qui est fameux dans l'ufologie qui m'a téléphoné. Il veut pas, je donne son nom, mais c'est quelqu'un de reconnu en fait. Et il m'a dit, oui, il m'avait contacté avant et j'étais pas très chaud parce que je voulais pas avoir sa mort sur les bras. Après, il t'a contacté, il m'a dit, mais si tu avais dit non, il aurait contacté quelqu'un d'autre. Il était très déterminé. Il se sentait que sa dernière heure arrivait, il pouvait plus lutter et il allait le faire. Il cherchait quelqu'un de médiatique pour voilà. Et bon, bah, ça a été moi. Et en fait, et voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cette interview. Je l'ai interviewé, ça a duré 2 heures. On a fait un enregistrement sur Zoom. Et puis j'ai dit, écoute, je vais éditer la vidéo, je vais cacher ton image et le mettre en ligne sur ma chaîne. Il fait, oui, mais dépêche-toi. D'accord. Le week-end passe et j'avais le mardi, on a enregistré un vendredi. Le mardi d'après, je n'avais toujours pas fini l'édition et je reçois un email de lui en pleine nuit qui me dit, s'il te plaît, mets cette vidéo en ligne, j'ai des blackouts et je crache du sang. Ah, je me dis, oh là là, es-tu sûr? Tu es vraiment sûr? Il s'est énervé. Will you the F word and stuff. Put that online. Ok. J'ai compris qu'il fallait. J'ai mis ça en live sur YouTube et le lendemain matin, toujours pas de nouvelles. Oh mon Dieu. Le soir, j'ai eu des nouvelles. Il avait eu des blackouts et des attaques toute la nuit et c'était horrible. Mais il allait mieux, il était vivant. Il m'a dit, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu tous les commentaires, je suis très content, merci énormément. Et moi, je voyais à la fin de l'interview qu'il avait été soulagé. Un poids et s'était levé. Bien, ça c'était la dernière fois qu'on a parlé, puisque le samedi, je reçois un mail de sa copine, sa partenaire, qui me dit, il est mort, il a été tué. Il est mort dans la nuit, il est mort samedi. Voilà. Et
on a discuté, j'ai gardé contact avec cette dame et elle me dit qu'elle est convaincue qu'il a été tué, qu'il a été fait silence parce qu'il voulait parler plus. Il m'avait dit, je vais travailler à essayer de me remémorer plus de souvenirs, mais voilà, donc l'interview est visible sur ma chaîne YouTube, je l'ai sauvegardée des milliers de fois de partout. Michael Salla était très intéressé par ça. Plein de gens ont été très intéressés, mais j'ai vraiment confiance en Michael Salla et on a commencé à travailler ensemble là-dessus. Donc j'ai réussi à avoir des documents par la partenaire de Stephen sur les informations militaires de Stephen. Et Michael Salla mène son enquête pour savoir si on peut en savoir plus. En gros, les révélations que cet homme, Stéphane, Oui. a fait dans votre rencontre, ça parlait de quoi? Parce que lui, il travaillait, Alors, là. Voilà, Stéphane était un sniper, mais il avait des pouvoirs mentaux. Il était capable de générer des ondes gamma avec son cerveau très, très puissamment. C'était un surdoué. Donc, il a été repéré alors, il me dit, c'est pas la CIA, c'est un autre organisme. Il voulait pas le dire, il avait peur de le dire. Alors, je sais pas ce que c'est. Qu'il a engagé pour travailler dans la zone 51 en tant que pilote. Ils l'ont formé en tant que pilote pour piloter des avions F-15 par la pensée. C'est comme ça qu'il a été engagé, oui. Alors, il m'a dit que tous les pilotes mouraient parce qu'en fait, ils injectent un sérum qui active les facultés du cerveau pour produire plus d'ondes gamma. Et c'est une telle technologie extraterrestre qu'ils ont eue par rétro-engineering qu'ils ont installé sur ces avions F-15, Eagle. Et donc, il m'a dit, ma tête, j'étais plein de patchs d'électrodes et reliés au moteur, aux machines de l'avion, et je pilotais par la pensée. Il commence à décrire tout ça. Mais ça, c'est pas le plus étonnant, ça, c'est rien. Parce qu'il a vu tout ce qui se passait là-bas. Pas tout, mais il a vu beaucoup de choses. Donc, il a été en contact avec 3 espèces d'extraterrestres habitant là-bas, des gris. 2 espèces de grands gris et une espèce de petit gris. Alors, les petits gris travaillent pour les grands gris, comme un peu des esclaves. Les petits gris sont des Zeta Reticuli et ça correspond tout à fait à ceux qui m'ont enlevé. Les grands gris sont 2 races différentes, 2 espèces différentes d'ailleurs, qui ne se supportent pas, mais ils sont là, ils ont chacun leur facilité souterraine. C'est les Maitras, donc ceux qui l'attaquaient tout le temps. Les Maitras, c'est la pire espèce, hein, c'est des ordures. Hein, ils viennent de la galaxie Andromède. C'est des êtres interdimensionnels. Ils sont pleins de haine et ils sont très agressifs. Très, très agressifs. C'est vraiment assez horrible. Des êtres horribles. Et il y a aussi les Kiilitokurtes. On peut les appeler tall white, mais alors tall white, il y a plusieurs appellations, ça peut être plusieurs espèces, mais ceux-là sont aussi appelés tall white. C'est des grands gris, mais qui ont l'air humains, avec des cheveux longs blancs. Donc, ces 2 espèces d'extraterrestres ont leur facilité sous la zone 51, et en fait, c'est assez étendu, hein, c'est pas... Il y a Groom Lake, il y a 2 endroits, mais qui sont tous les 2 reliés. Ils sont là et ils travaillent plus sur la technologie. Stéphane ne savait pas exactement ce qui se passait dans les souterrains, mais il m'a dit, j'ai pas l'impression qu'ils font des expérimentations sur les humains, quoique les Maitras, je sais pas ce qu'ils font dans les souterrains, on ne sait pas, peut-être. Il dit, mais moi je sais en tout cas, il m'a dit qu'ils faisaient des expériences techniques sur la construction des vaisseaux. Utilisant les humains pour construire des vaisseaux et leur donnant un peu de technologie. Les humains étaient contents, les militaires étaient contents d'apprendre à construire des vaisseaux spatiaux. Et en même temps, c'était une force de travail pour ces aliens. Donc tout le monde était content, quoique il m'a dit les militaires étaient terrorisés, complètement terrorisés. Donc c'était pas la CIA, c'était pas l'US Air Force, c'était Secret Space Program. Il m'a montré le logo. C'est le logo que le général, il m'a dit, avait sur son uniforme, sur la manche. Secret Space Program, c'était... voilà. Et ça ressemble à quoi, le logo? Alors, je
peux vous envoyer une image parce que Stéphane m'a envoyé une photo de ça. C'est un aigle, et ça a changé. C'était un logo qui était en fonction dans les années 80, puis ça a changé. C'est un aigle avec des étoiles, je ne sais plus. Je devrais vous envoyer l'image. Je peux. Okay. Voilà. Oui. Steve, il fait un gros oui avec la tête. Ouais. Voilà, mais en parlant, si on peut faire un partage d'écran, je peux essayer de le... Ben oui, bien sûr. Alors, je vais le retrouver pendant qu'on parle assez rapidement, j'espère. En attendant que ton truc que tu cherches, je ne sais pas si... Ben oui, tu es une fille, tu devrais être capable de faire deux choses en même temps. Le décès de Stéphane, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? De quelle façon il est décédé? Officiellement, je veux dire. Officiellement, saignement intérieur, kidney failure, mais saignement intérieur, comme si l'intérieur avait complètement implosé. Voilà. Alors voilà, c'est l'image. Ça te rappelle quoi, ça, Steve? Je ne vois pas là, ça vient d'arriver. Share screen. J'ai appuyé sur share screen. Je ne sais pas si... Bon. Vous voyez? Oui. Oui. Je commence à recevoir. Space Command, OK. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont envoyé. OK. Voilà. Donc, ça ressemble étrangement à ce que Trump avait parlé, Steve, d'après toi? Ben, ça ressemble pas mal au premier emblème qui a été proposé avec Space Command. Comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres émissions, il y a deux entités qui ont été créées, Space Command et Space Force. Donc, le Space Command qui est la portion intelligence. Et puis, dernièrement, j'ai eu des petites nouvelles là-dessus. Dans le fond, toute la portion intelligence militaire était détenue par la Navy. Et maintenant, c'est le Space Command qui détient la portion intelligence militaire maintenant. Donc ça correspond puisque Stéphane me disait que c'était une organisation d'intelligence dont il ne voulait pas me donner le nom, qu'il avait engagé pour la Area 51, mais durant l'interview, il se vend en disant, voilà, ça c'est l'emblème que le général avait sur la Je vais en profiter de rentrer sur le couvert de la spéculation, comme ça m'arrive très souvent. Donc, le Space Command, le transfert d'intelligence, c'est vraiment au niveau de Q. Ce qu'on entend parler dernièrement, que ça fait déjà très longtemps même, depuis Edward Snowden, qu'on entend parler de Q. Et donc, c'était ce qui devait se produire pour être capable de sortir les gens qui travaillent dans l'intelligence du bassin qui baignait, qui était très confus, donc autant des compagnies privées que des entités militaires de d'autres pays et de d'autres planètes, tout simplement. Donc, en enlevant toute cette portion-là de ce bassin-là, en créant un nouveau, ben, les gens qui rentrent maintenant sont tous triés par le volet, et autant du côté Space Command et du côté Space Force. Mais je vous rappelle, nous étions sur le couvert de la spéculation, donc ce que j'ai dit, c'est du flan. Ça donne à réfléchir. Voilà. Il nous reste combien de temps, Steve? Donc, dans 5 minutes, on devrait entrer en pause. Donc, je ne sais pas si tu veux entamer sur autre portion du livre. Je vais retrouver mes trucs. Je sais que, ben regarde, on peut peut-être parler de ça, justement. J'ai vu, tantôt, on en a-tu parlé? On a-tu parlé tantôt? Je ne sais pas si c'était hors caméra ou avec caméra, c'est ça le problème. Le jeu Ouija, on en a-tu parlé? Non, on n'en a pas parlé. OK, parce que j'ai vu que tu en parles un peu justement dans tes débuts, le Ouija, parce que on a un peu la même mentalité sur ça. Comment est-ce qu'on voit ça? Et même que tu le dis, n'utilisez jamais en grosses lettres cette merde. Et effectivement,
Ça ouvre des... Effectivement, ça ouvre des portes. Comment il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Non, c'est ça le mérite d'être clair. Utilisez pas ça. Non, mais justement, tu as fait une expérience avec des copines à toi. Tu peux-tu raconter un peu ça, cette histoire-là? Oui, donc je ne répéterai pas ma phrase, mais je la pense. Jamais. C'est vraiment qualifié pour ce que c'est. C'est un outil très, très, très dangereux qui ne devrait pas être sur le marché. Pas du tout, puisque ça marche très bien et ça ouvre une fenêtre, un portail avec l'au-delà, avec des mondes parallèles et c'est très dangereux. Parce que n'importe qui peut rentrer, des entités maléfiques, des démons, des aliens, n'importe quoi peut rentrer. Vous ouvrez un portail et vous n'avez aucun contrôle sur ce qui rentre et encore moins sur ce que vous pouvez renvoyer, parce qu'une fois que c'est là, c'est là. À moins d'être un wizard interdimensionnel mais personne n'est comme ça. Donc non, le Ouija, j'ai une expérience horrible avec. J'étais insouciante, j'avais 18-19 ans avec des copines et puis on fait ça pour rire, pour rigoler, parce qu'on fait toujours ça pour rigoler. Ça a bien marché, la tablette s'est envolée à travers la pièce pour aller s'écraser contre le mur d'en face, ça a bien marché. J'ai été possédée par un être très très malfaisant. On a dû m'exorciser, ce qui n'a pas été très drôle non plus. Mais pendant la session, quand la session commençait, Anax, mon protecteur extraterrestre, est intervenu très fortement. Il s'est servi de la tablette pour communiquer. Il a dit « Arrêtez tout de suite ». On a rigolé, qui es-tu? Il dit Anax, j'ai jamais entendu ce nom. Oh oui, t'es où? T'es qui? Je suis un extraterrestre, de quelle planète, tout ça. Et il dit non, mais c'est pas la question. Arrêtez, parce que si vous continuez, il y en a une de vous deux qui va être en très grave danger. Et moi, j'ai quand même eu waouh, peut-être qu'on devrait arrêter. Mais mes copines, oh non, cool, un extraterrestre, on va continuer. Mais non, ben oui, non, mais il y a un démon qui est rentré qui m'a possédée. Donc Anax avait essayé de nous prévenir. Et pendant que ce démon me possédait, je pouvais sentir une force au-dessus de moi qui repoussait le démon. Vraiment, je sais que c'était Anax. Il essayait de repousser. Mais le démon était plus fort. Il a gagné. Et voilà, la suite n'était pas drôle. Donc Ouija, non, n'utilisez pas ça. Je veux dire, c'est oublié, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas un jeu. Vous pouvez perdre votre vie. Il y a plein de gens qui ont été possédés, qui ont été morts ou qui ont souffert. Arrêtez. Non. C'est un grand non, ce truc. Merci beaucoup. Là, pour la portion radio, on va devoir s'arrêter là. Mais ceux qui veulent voir la portion vidéo et l'entièreté de notre conversation, Steve, notre bienveillant et... Je vais faire mon travail technique, donc... Elena, ton livre, ce qu'on remarque, dans ton livre, tu l'as dédicacé à quelqu'un de particulier. J'aimerais que tu en parles de ça aussi. Oui, tout à fait. J'ai dédicacé ce livre à une personne qui s'appelle Beth Ann White. Tout le monde peut se demander qui est cette Beth Ann White, cette dame. Lorsque je rédigeais ce livre, j'avais presque terminé. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme. Son nom est Robert Earl White. Il habite dans le New Jersey. Il faisait une vidéo sur sa mère qui avait été enlevée par des extraterrestres. Et l'univers m'a mis en présence de ces vidéos et on a fait contact et je l'ai aidé à comprendre qui abductait sa mère et quels étaient ces êtres. Et tout en parlant, au fil de nos échanges, il m'a confié que sa mère avait très difficilement pu accepter ce qui lui arrivait. Sa mère était enlevée très régulièrement pour des programmes d'hybridation par des grilles. Et elle l'a tellement pas bien supporté
qu'elle est devenue alcoolique, mais elle s'est autodétruite, elle s'est suicidée, vraiment, et elle est morte. Donc ça m'a énormément touchée, puisqu'au même moment, moi, je perdais ma mère d'un cancer aussi. Donc j'ai voulu, en écrivant à Beth Ann White et à tous les abductés qui n'ont pas eu l'opportunité de faire entendre leur voix. Voilà. C'est très bien, très honorable de ta part d'ailleurs de faire ça, parce que effectivement, il y en a beaucoup qui sont victimes, parce que c'est carrément le mot, victime, parce que c'est carrément du viol. C'est sans notre consentement, puis on est comme dans un état où ce que les gens deviennent paralysés, on peut même pas crier, on peut pas parler, on peut pas... C'est ça. On se laisse faire par obligation, puis j'ai pas vécu ça, moi, personnellement, avec des gris, ou n'importe quelle autre race qui sont malfaisantes, parce que je me sens protégée. Je le sais, je le sens on me protège. Ça m'aide, là, je pense. Mais sinon, je voudrais pas avoir vécu le corps de ce que tu as vécu, parce qu'il était négatif. Je souhaite à personne. Je souhaite à personne. Mais comment tu t'en sors psychologiquement? Ça va, très bien, mais ça a été dur jusqu'à ce que je décide de faire de l'hypnose. J'ai dû me battre pour renier tout ça, bien que j'avais des souvenirs très vivaces. Mon ami, Thoran, il n'a jamais effacé mes souvenirs. Il a juste fait attention que je ne me souvienne pas des mauvais souvenirs avec les gris. Tout le reste, il m'a toujours autorisé à garder ma mémoire. Et ça, c'était difficile, puisque je me souvenais très bien de toutes nos rencontres. Et j'en ai souffert, parce que en parler m'isolait, m'a toujours isolée socialement, donc j'ai arrêté d'en parler à partir d'un moment. Ça a été dur, ça a été très dur. Et puis bon, après l'hypnose quantique, il y a 1 an et demi, les mentalités s'étaient ouvertes depuis, et puis c'était The Great Awakening. Donc tout le monde en parle librement maintenant, et voilà. Mais jusqu'à il y a à peu près 2 ans, ça a été très très dur de gérer tout ça. J'ai remarqué que tu as... on appelle ça le guide des mondes extraterrestres. C'est pas pour rien, parce que dans ton livre, justement, on remarque plusieurs types d'extraterrestres. Tu m'as parlé de 160 races connues, mais comment tu as fait pour voir ces êtres-là? Comment t'es venu cette vision? Parce que tu les as sûrement pas toutes vues, là. Non, plus de 160, ce sont des races de gris. Sinon, il y a beaucoup plus, un nombre incroyablement infini d'espèces vivantes dans cet univers. Les races qui sont décrites dans la deuxième partie de mon livre, il y a 110 races. Ce sont des races qui sont impliquées dans les affaires de la Terre, de notre planète. Oh. Voilà, seulement. Ces informations m'ont été dictées par Thoran, mon sauveteur et ami. Il m'a donné toutes les descriptions de toutes ces races, et il m'a montré en vision. Je n'ai pas rencontré toutes ces races, mais comme nous sommes en contact télépathique, il m'a montré par télépathie des visualisations de ces êtres, et j'ai fait des croquis très rapides, et à la suite du croquis, quand la communication télépathique était terminée, j'ai peaufiné les dessins pour faire des jolis dessins. Voilà comment j'ai vu ces races, par image télépathique. Parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui, comme je regarde seulement comme celui-ci, là, avec le signe qu'on voit derrière, qui rappelle un peu oui. Star Trek un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est leur... Oui, alors Star Trek a été... c'est pas de la fantaisie, enfin, c'est à moitié que à moitié de la fantaisie. Parce que les informations ont été données à Gene Roddenberry par des extraterrestres, d'après ce qu'on m'a raconté. Donc c'était un préconditionnement. Star Trek est un préconditionnement en opposition au préconditionnement que les gris essayent de nous faire.
pour notre future timeline. Je vais montrer une autre image ici. Quoique peut-être que je vais pouvoir Ah oui. reprendre. Bon, on regarde l'être qui est ici, Anunnaki. Le type de vaisseau que ces êtres-là utilisent. Il te montre aussi l'image de l'engin qu'ils utilisent. Oui, L'engin. ça c'était ma requête de voir les engins aussi. Bon, Ok. dans les détails techniques, c'est pas exact, mais la forme est à peu près bonne. Il y en a qui sont vraiment affreux, là, sérieusement. Là. En tout cas, pour eux, c'est nous, les affreux, Marc. Là. Ben, si tu Ils regardes, doivent nous trouver laids. si tu regardes à travers l'humanité, tu sais, il y a du monde qui sont laids, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme ils disent en ésotériste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, tu sais, il y a autant des méchants, des gentils, des bienveillants. Fait qu'il y a aussi des beaux puis des laids. Je vois aussi certaines races et dans certaines photos, ce que tu vois, des pierres. L'utilisation des pierres, soit que ça soit comment est-ce que tu appelles le cristal. Oui, des cristaux. Ils t'ont montré ça pour quelle raison, le cristaux? Est-ce que parce qu'ils utilisent ce genre de pierre-là pour une raison particulière? Alors cette race-là, les Nord, ils sont très avancés dans l'utilisation du son et des fréquences. Donc ils créent de la musique avec des cristaux et ils mélangent fréquences vibratoires avec l'énergie, la force universelle. Ils mélangent ça, ils utilisent des pierres pour canaliser et les pierres recevant ces différentes fréquences et énergie, impulses d'énergie, vont créer des sons qui vont être différents selon les fréquences vibratoires, selon la nature des pierres, la forme des pierres. Donc ça, c'est concernant cette race-là. En parlant des pierres, des cristals, est-ce qu'il y a un lien avec les crânes de cristal qui ont été retrouvés sur Terre? Je ne sais pas, mais Toran Aomi me parlait de ça, et parce qu'on a écrit le livre quand même très vite, il y a pas mal de données qui manquent quand même. Je pense. Je ne saurais pas l'expliquer, mais Puis, je crois, oui. une autre question qui me vient comme ça en tête, on mentionnait tout à l'heure Star Trek. La porte des étoiles, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce qu'il y a, tantôt vous avez mentionné les Nords, et il y a une race qui est indiquée dans la porte des étoiles qui serait les Nox, qui serait une entité très avancée, qui sont même en mesure de s'occulter soi-même ou d'occulter leur cité. Qui est une cité dans les nuages. Et c'est comme une race qui est très très proche de la nature et de sa planète, et l'utilisation de leur énergie personnelle et de leur énergie en tant que société ensemble. Oh là, ça ressemble énormément à des races que l'on m'a décrites, hein. Ah oui. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mentionné que les informations qui étaient véhiculées dans la fameuse télésérie La Porte des Étoiles étaient pas si farfelues que ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très similaires avec beaucoup de réalité. C'est un peu comme je mentionnais tout à l'heure, la chef du Pentagone. Des fois, faut donner des messages sous le couvert de la science-fiction, de la comédie. Et puis, plus on en apprend sur les différents témoignages, les gens qui ont des contacts plus étroits avec des entités extérieures, on ramène des informations qu'on voit dans ces émissions-là. Et la coïncidence est rendue vraiment trop grande pour dire, ben, ça a juste sorti de l'imagination de quelqu'un pour le fun, ça y a tenté de faire une porte des étoiles, tu sais. Ben, moi, non, je dirais plutôt comme
Je regarde le grand Steven Spielberg. Il dit lui-même que c'est les révélations, il les reçoit dans les rêves ou en méditation. On lui envoie des scénarios et on lui parle et il va faire un film avec qu'est-ce qu'on lui dit. C'est comme si tous les trucs télépathiques que je peux recevoir à un moment donné puis que je décide de faire un film, c'est un peu ça, en fait. Mais que le nom ressemble vraiment à l'autre, le nom de ce qu'elle a dit tantôt. C'est vrai que ça fait porter à croire qu'il a peut-être lui-même, l'auteur, ou quelqu'un lui a aidé en disant, lui, appelle-les de même. Ok, oui, possible. Steve, si tu as parlé, on n'a rien compris. Comme les Asgard, qui est une des races principales qu'on voit fréquemment dans les émissions, sinon les Goa'uld. Tu sais, il y a tellement de parallèles avec certaines réalités. Tu sais, c'est comme, on parle dans cette télésérie-là, on parle des Goa'uld, puis en quelque sorte, nous sommes les Goa'uld. Parce qu'on utilise un corps humain, et ce que nous autres, on est réellement, on n'est pas des humains, on est une âme, on est quelque chose, on est une énergie qui est beaucoup plus grande que juste le corps humain. Fait que ça revient à peu près à la même image qui nous présente, sauf que là, c'est des humains qui rencontrent des Goa'uld, que dans le cas des Goa'uld, c'est des méchants, mais ça n'en reste que c'est un portrait typique de nous-mêmes qu'on est en train de regarder dans cette émission-là. Et c'est toujours les parallèles avec les noms des races ou leur comportement. Oui, aussi. Mais comme je vois que tu en as de le Sirius A, Sirius B, ou je regarde le Sirius. Oups, je viens de perdre mon écran, c'est fermé. C'est étrange. Le Sirius A, tu as Ashkera. Ashkera. Donc, c'est vraiment apparence humaine. Très jolie femme, d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je suis vraiment vis-à-vis, là. Oui, le focus se fait. C'est toujours encore là, avec des pierres en arrière. Toujours. C'est Sirius B aussi, qui a une nationalité tout près de l'Afrique ici. Je pense qu'il disait, je ne me souviens pas le nom. Les Dogons. Oui, voilà, merci. Ça m'échappait. Eux disent que nos ancêtres viennent de là. Leurs ancêtres à eux, en tout cas, viennent de là. C'est vraiment apparence humaine. Je ne sais pas si... Oui. On pourrait dire que c'est nos ancêtres parce que même archéologiquement parlant, tout ce qui a été retrouvé en termes de squelettes humains, la majorité des sortes de squelettes humains ont tous été retrouvés en Afrique. Sur le continent africain. Tous les autres continents, ils ont quelques modèles, mais c'est plutôt en Afrique qu'ils vont avoir les 5 ou 6 modèles de squelettes humains qui ont foulé la Terre. Là. Et Elena, parmi tous ces êtres-là qui sont dans ton livre, lequel, je dirais, est le plus dangereux pour nous? Sikaar. Sikaar, ce sont les reptiliens d'Alpha Draconis, de Thuban. Sikaar, ce sont les plus dangereux. Ils sont-ils par ordre alphabétique? Je pense que oui. Non, pas tout le temps. Des Draconis, ouais. J'ai classé par constellation, avec les noms de constellations tels qu'on les connaît. C'est comme ça, c'est plus facile à se repérer. Donc, Draconis. Si je vais aller, là, j'ai l'air de quelqu'un qui est Draconis, qui est reptilien. Alpha Draconis, c'est, dans le fond, c'est les dracos. Tout ce qui est... voilà. C'est comme ça qu'on les appelle, nous. Voilà, ça, c'est un Sikaar. Ça, c'est un Sikaar. En tout cas, tu connais ton stock, parce que... je te montre une image, puis tu me refiles tout de suite le nom. Donc, ces êtres-là, ça est justement Naga guerrier. Ça doit être un semblable aussi, parce que... Les Nagas, c'est la classe guerrière. Ils ont la caste guerrière. Ils ont plusieurs castes. OK. Et plus on monte en hiérarchie, plus ils ont une longue queue. Et les guerriers
soit pas de queue, soit une queue très courte. Les hybrides n'ont pas de queue. C'est quelque chose assez reconnaissable. On va aller vers la question qui tue, même si j'en ai pas, à tout le monde en parle. Prochaine divulgation, c'est-tu des choses potentiellement en vue, vu les circonstances dans lesquelles on vit présentement en 2021? Il y a beaucoup de choses qui nous mentionnent que nos frères de l'espace sont là et que certaines choses sont en train de se produire justement parce qu'ils sont là en train de nous donner un coup de main à s'en sortir. Sinon, il y a la possibilité qu'on s'en sorte tout seul est à peu près très infime ou presque nulle, pour pas dire nulle tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y en est avec tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai posées justement parce que avec le courant Q, il y a eu des choses qui ont été mentionnées là-dessus. Et puis, c'est plus une question de savoir s'il va y avoir une divulgation ou non. Ça s'en vient, c'est imminent, on n'a plus le choix. Il faut qu'on passe à une nouvelle étape, puis c'est l'étape à franchir pour l'humanité. Oui, bon, il faut savoir déjà, garder en tête que les gouvernements ne vont pas nous donner la totale divulgation, parce que la totale divulgation, ça veut dire révéler que les gouvernements sont jusque-là Ouais, c'est ça. impliqués dans la boue avec ces extraterrestres négatifs, et que les gouvernements ont consenti à des choses horribles, hein, comme les expériences génétiques, les enlèvements. Ils ont signé pour ça, donc ils vont pas dire ça. Ils vont pas parler de ça. Donc c'est ça c'est la grande divulgation qu'on aimerait savoir. Donc ce qu'ils vont nous donner, c'est des miettes, des petites miettes pour que nous rendre contents et satisfaits, mais ils vont pas tout nous dire. La divulgation, ça vient des gens qui parlent. Et ça vient du peuple, la divulgation. Moi, c'est mon message que je fais toujours passer. We are the disclosure. Tous ceux qui savent quelque chose, c'est le moment de parler. Et c'est pas les gouvernements. Les gouvernements vont nous satisfaire en nous donnant des petites miettes. Oh oui, voilà, on étudie les UFO depuis un moment. Voilà, c'est ça, on sait que ça existe. Point barre. Parce qu'en plus, récemment, il y a environ 3 ans, il y a eu des vidéos qui ont été relâchées, un release du côté de la Navy et de la CIA. Dernièrement, dans les dernières semaines, il y a eu encore une autre quantité de vidéos qui ont été divulguées, où ce que c'est confirmé que c'est des objets qui ne nous appartiennent pas, ce ne sont pas nos vaisseaux. En tout cas, c'est confirmé que c'est vraiment, ça vient d'ailleurs. Donc, voilà, ils y vont doucement quand même. Ils y vont doucement quand même aussi, parce que là, le chaos. Mais enfin, tout le monde sait ce qui se passe, suppose ce qui se passe dans la zone 51. Bon, on en sait un peu plus maintenant, mais des choses comme ça. Mais on sait ce qui se passe. Et c'est cette divulgation qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé en 1954 avec le MG-12 et Eisenhower? On veut cette divulgation-là. Mais ils se gardent bien de nous la donner, parce qu'ils ont fait des contrats, ils ont signé au nom de l'humanité, avec le sang de l'humanité, pour abuser l'humanité. Je veux dire, ça, ils vont pas s'en vanter. Hein. Ça, c'est certainement pas. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils vont essayer de faire... Ils ont prévu, mais apparemment, d'après mes contacts, ça va pas se passer, parce qu'ils vont essayer d'empêcher ça. Mais on sait jamais. C'est une guerre, donc les choses peuvent arriver. C'est le projet Bluebeam, on l'appelle aussi, c'est la fausse invasion extraterrestre. Ça va viser, c'est prévu pour cet été, mais ça va viser à terrifier tout le monde, à effrayer tout le monde, parce qu'on n'est pas assez effrayés. Ils ont essayé de nous effrayer avec ce qu'on sait. On va pas le mentionner. Mais ça, en fait, ça marche pas trop, parce que plus ils essaient de nous effrayer, plus les gens se réveillent. Ouais. Donc, mince. Donc, le dernier plan, c'est prévu depuis très longtemps, depuis les années 50. Hein. Oh, j'ai comme l'impression que Léna est en train de mentionner quelque chose. Voilà, pour que
tout le monde se rallie à un État totalitarien, sauveur, tout On, ça. on va juste Mais faire un petit rappel parce qu'on t'a perdu quelques instants, Elena. J'ai l'impression que tu oh, parlais quelque chose qu'on ne devait pas entendre, fait que ça s'est mis à laguer, comme on dit. Fait que si tu pourrais juste reprendre ta dernière minute. ouais. Non, là, le Deep State, on peut l'appeler complètement différemment, il y a plusieurs noms, veut nous effrayer, nous maintenir dans un état de frayeur et pour pouvoir nous contrôler. Mais ça marche pas trop parce qu'ils ont essayé de nous effrayer depuis un moment avec ce qui se passe, depuis 2 ans, on va pas le renommer. Ça marche pas vraiment. Bon, il y a des gens qui sont terrorisés, qui font tout ce qu'on leur dit, mais c'est pas la majorité de l'humanité. Les gens se réveillent et plus ils en font, plus les gens se réveillent. Ça, mince alors. Bon, alors on va passer au plan ultime, qui est l'invasion extraterrestre, pour paniquer tout le monde et que tout le monde, complètement terrorisé, se rallie à exactement tout ce que l'État va leur dire de faire. On est votre sauveur et c'est le meilleur système d'installer un État totalitarien. Là, c'est le dernier recours. Le truc, c'est que tous ces êtres-là fonctionnent par la loi du libre arbitre. Si on essaye d'envahir de force une population, la population va se rebeller. Eh ben, ils ne veulent pas une rébellion. Ils veulent que les gens signent et soient OK pour être envahis. Donc, comment on fait ça? C'est par manipulant les gens avec la peur. On vous fait peur. Et c'est comme le virus et l'antivirus. Je ne voulais pas le dire, mais... c'est donner, créer un mal pour apporter le remède. Et ils ont essayé d'une façon, ça ne marche pas. Ils vont essayer d'une autre façon. Et cette fausse alien invasion, j'en ai parlé avec mes contacts. Ça va être fait d'une manière, ils veulent faire ça avec. Il y a 3 composants. Premier composant, c'est technologie holographique, avec des illusions holographiques. Deuxième composant, c'est des vrais extraterrestres qui vont jouer le jeu. Et troisième composant, c'est la plus grande partie. Ce sont tous les vaisseaux extraterrestres copiés tous les vaisseaux copiés de la technologie extraterrestre, mais fabriqués sur Terre par des êtres humains, par l'armée, sous terre ou perdus quelque part dans les déserts. Dans des bases secrètes. Et tous ces vaisseaux qui sont de retro-engineering, il y en a plein, on en a plein, mais on sait les construire, ces vaisseaux. Par contre, on ne sait pas comment les piloter, parce qu'ils on les pilote à notre manière, parce que ces extraterrestres, c'est gris, ils ont donné, voilà comment construire un vaisseau, mais on vous donne certainement pas le warp drive. Ça, on n'est pas fou quand même. Quand même, attends, faut pas déconner quand même. Mais pour vous amuser un peu, voilà. Ils vont le dire pédaler. Donc, voilà. Pédaler si vous voulez le faire fonctionner. Donc, si je comprends bien, c'est ça en fait, ça va être ça. Donc, si je comprends bien, ils sont capables de piloter ces astronefs-là avec des commandes au lieu de les piloter avec leurs émotions. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que mon ami Stéphane, faisait. Ils essayaient, par tout ce qu'ils avaient pu grappiller de la technologie extraterrestre, d'essayer de comprendre, parce qu'ils savaient que les gris pilotaient les vaisseaux avec leur conscience, mais ils voulaient les extraterrestres voulaient certainement pas leur donner comment faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils expérimentaient. C'est pour ça que Stéphane avait été employé. Il expérimentait. On va essayer de le faire nous-mêmes. Comment on fait ça? Et Stéphane a été décrit. Il a été emmené avec le général et d'autres officiers à bord d'un des vaisseaux des grilles. Il a vu comment il était piloté. Il décrit ça, c'est assez intéressant. Est-ce que, justement, étant donné que s'ils veulent faire une fausse invasion, ils vont sûrement l'entrée en scène des militaires, ils vont sûrement venir tout et tout, là, pour faire peur, puis rendre ça encore plus crédible, et peut-être faussement tiré à quelque part pour... mais et en plus ils sont pas à ça près de tuer des gens, ces gens-là. Donc c'est très possible aussi qu'il y ait des dommages, mais. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis très très longtemps et que je
j'aimerais confirmer. Sommes-nous vraiment 7,5 milliards sur la planète ou nous sommes en train de friser le 12 ou le 14 milliards d'êtres humains sur la planète? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Ok. Mais c'est une bonne question. Ça te laisse à réfléchir totalement. Parce que c'est comme... Tu sais, il y a des questions, pour moi, qui me semblent logiques. Tu sais, il y a eu une certaine époque où ce qu'on mettait en question, tu sais, que la Terre était ronde. Non, la Terre est plate, et ainsi de suite. Sauf que jamais personne ne s'est posé la question à savoir, est-ce que nous autres, on est-tu vraiment sur Terre? Tu sais, ça n'empêche pas que la planète, elle existe, que la Terre existe, mais est-ce que nous, en tant qu'humanité, est-ce qu'on se trouve présentement sur Terre? Ou on est ailleurs que sur Terre? Puis Ce sont des questions intéressantes, tout ça. C'est ce qu'on nous fait croire qu'on est sur Terre pour, mettons, vivre une certaine expérience, pour éviter qu'on s'entretue ou qu'on fasse des gaffes irrémédiables. Bon, on vit dans une illusion aussi. Hein. Il y a cette histoire de matrice qui est une illusion mentale et qui nous endort un peu, qui nous maintient un peu aux zombies aussi. Hein. Donc il y a ça aussi. La réalité n'est pas vraiment telle qu'on la voit. C'est ce qui fait qu'on partage une réalité commune, c'est bel et bien justement parce qu'on est dans une matrice. Dès que quelqu'un commence à changer un peu sa façon d'être ou de vivre, commence à percevoir autre chose que la réalité qu'on a l'habitude de voir. Exactement, moi c'est quelque chose que je prêche. Élevez votre fréquence, élevez votre vibration, parce que quand vous le faites, vous voyez différemment. On voit le monde différemment et on voit derrière le rideau. Et ça, c'est vrai. C'est la réponse à tout. Connectez-vous avec vous-même. Refusez tout ce qui est peur et confusion qui vient du champ. J'appelle ça the field, qui est broadcast par tous ces gens. Et voilà. Et connectez-vous à vous-même. On est des êtres d'une vibration très élevée et qui sommes bloqués. Donc, si on se connecte à nous-mêmes et on se met à vraiment vibrer notre puissance, et on peut vraiment décoller et passer de l'autre côté, et voir différemment. Ça, on sera plus manipulé et vraiment plus sujet à la peur. C'est la seule chose. Vous savez, moi, j'en reviens toujours à cette phrase qui a été gravée sur le temple d'Apollon à Delphes, que Gnotis et automne, connais-toi toi-même. C'est la clé de tout. De tout. Oui. Est-ce que la façon de... Parce que je vois aussi que tu as une section aussi qui parle du Merkaba. Cette espèce de truc qui fait qu'on peut ascensionner ou notre véhicule, justement. Quelqu'un qui fait briller tous ses chakras et le Merkaba, activer le Merkaba, est-ce que c'est une forme justement pour devenir monter la fréquence? Parce que ça augmente la fréquence, veut pas, là, quand on utilise le Merkaba. Mais est-ce que tu peux vite m'en parler justement du Merkaba? Je connais je sais c'est quoi, mais je veux t'entendre le dire. Oui, Merkaba, c'est une interdimensional device. J'ai l'habitude de le dire en anglais. Comment dire? Un outil interdimensionnel, on va dire ça. Ça ouvre des portails, ça élève la vibration énormément. Ça irradie une onde, c'est une onde de forme. Ça marche avec des ondes de forme. C'est-à-dire que la géométrie est dynamique. Elle produit une fréquence. Et cette fréquence, quand elle est activée par une source d'énergie qui peut être juste la pensée, ou l'énergie, la force énergétique, cette fréquence peut vraiment s'accroître et irradier énormément. Et tous les êtres qui vibrent sur une vibration beaucoup plus basse vont être brûlés ou aveuglés.
Ça, c'est aussi un outil extraordinaire pour élever sa vibration, puisque même on le porte soi-même, hein, ça transforme par la dynamique des formes, tout simplement. Ça élève notre fréquence, ça change. On peut en porter un, moi j'en porte toujours un sur moi. On peut aussi en construire un avec de l'énergie et vraiment l'utiliser comme une super protection. On peut le faire tourner et ça devient il y en a qui appellent ça un vaisseau de lumière. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un vaisseau interdimensionnel, un véhicule interdimensionnel, interdensité puisqu'on change de densité. C'était quelque chose d'extraordinaire. D'où ça vient, ça c'est quelque chose qui est connu dans à peu près toute la galaxie et par beaucoup de cultures, cette chose-là. C'est la géométrie sacrée, la géométrie c'est universel. La version plate, voilà, c'est ce que j'ai derrière moi. C'est le Métatron. Métatron, c'est la version plate de ça. Le Métatron, c'est une version de la fleur de vie. Ça contient toutes les formes créées de l'univers. Ça, c'est la légende, ce qu'on en dit. Certains de mes contacts m'ont dit c'est aussi une clé, la clé de la source, la source universelle de puissance. C'est le sigil, le symbole de la source. Donc, c'est une protection absolument incroyable. Et alors, pour la petite histoire, parce que oui, on dirait l'étoile de David, mais c'était en fait le roi Salomon qui avait reçu une bague avec ce sceau dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle le sceau de Salomon, par des dieux qui lui ont dit porte ce signe, ça te protégera des entités les plus maléfiques. Comme un peu la bague Atlante. Voilà. Et effectivement, ce truc nous protège des entités les plus maléfiques. C'est absolument incroyable. Incroyable. Moi, je conseille d'en avoir un ou même de savoir en créer un, c'est encore mieux. Pour les gens qui se font abducter c'est ce que je régulièrement. mentionne aux gens. J'ai eu justement 2 personnes qui ont eu des petites problématiques avec certaines énergies. C'est des gens qui travaillent à la station. Et c'est ce que je leur ai mentionné, de fabriquer par eux mêmes le fameux cube de Métatron et de l'accrocher à la maison, que ça leur permettait justement de restabiliser et de s'assurer que tout allait être neutralisé à l'intérieur. Puis, je vais te laisser poursuivre, je vais aller chercher une image en même temps que je vais présenter à Elena, voir qu'est-ce qu'elle va nous mentionner là-dessus. En fait, moi, j'ai ça, ce genre de... Tantôt, je te l'ai montré hors caméra, bien, hors enregistrement, si on veut. Ça se trouve être des pyramides dans ce style-là. Une qui est dans cette position-là et l'autre est dans cette position-là. Voilà. Donc, une pointe en bas, ce qui rappelle justement celle que tu tiens dans tes mains. On voit la pyramide à l'inverse comme ça et l'autre comme ça. Et je sais que le Merkaba, pour le faire sur soi-même, c'est que la partie, il y en a une qui va tourner dans un sens et l'autre va tourner dans l'autre sens. Voilà, ça faut faire attention à ça, les deux sens contraires, parce que ça crée un portail interdimensionnel, ça peut être dangereux. Normalement, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, clockwise, les deux parties. Et là, ça active la puissance. Quand on tourne les deux différemment, ça fait un shift interdimensionnel. Et là, on peut voyager, se projeter très, très loin. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut faire très attention à ça, par contre. C'est bien de le mentionner. Voilà, faites attention. Pour la protection, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment on fait pour être sûr qu'on le fait dans la bonne direction? Oui, on dit oui, le sens des aiguilles d'une montre, mais c'est pas l'eau. Bon, en fait, c'est... oui, voilà. Il faut imaginer qu'on est debout sur une montre, sur une pendule. Et puis voilà, dans quel sens tournent les aiguilles, c'est tout. Et c'est ça. On est l'aiguille, donc on y tourne. Voilà. On l'imagine. On est debout sur une montre, une pendule. Et voilà, c'est ça, c'est très simple. De gauche à droite, c'est ça. Voilà, de gauche à droite. Voilà. C'est ça. Parce que j'ai fait l'expérience. Je l'ai appris. J'ai appris l'existence du Merkaba en 2001 par un de mes amis qui était libanais, justement, qui m'avait montré beaucoup de trucs à rapport à ça. Ça, autant avec la bague Atlante, c'est depuis ce temps-là que j'ai ça. Il m'a raconté un peu l'histoire d'eux.
Et chaque personne qui a la bague Atlante, ça a une signification. Là, je ne l'ai pas mis parce que j'ai travaillé à l'extérieur ces jours-ci, là, mais je la porte toujours. Puis effectivement, ça a une signification importante. Et quand je l'ai testé, le Merkaba, sur moi-même, et quand je le fais et que j'allume tout en dedans, là, ça irradie tellement que les gens voient qu'il y a quelque chose, ils me voient différente, ils me voient qu'il y a quelque chose de très énergie et positive. Voilà. Puis ça attire le regard des gens. Puis pourtant, je fais rien. Je fais juste être. Et ça attire. C'est aussi simple. Steve, tu avais quelque chose que tu voulais montrer tantôt? Ah oui, ça c'est le pentagramme, le pentacle, oui. Donc c'est ça c'est les deux choses que je mentionne aux gens pour se protéger. Donc le pentagramme pour protéger toutes les entrées possibles d'un domicile et d'utiliser justement le cube de Métatron pour être capable de restabiliser. Et c'est ce qui a réglé pas mal de petites problématiques de mauvaise énergie. Oui. Pour terminer notre discussion, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que tu dormes. Il y a quand même plusieurs heures qui nous séparent. En Irlande, elle est ici. Tu as reçu des messages pour la planète, pour la Terre. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer avec une belle note positive? Les messages que tu as pu recevoir de ces êtres-là. Alors oui, la note finale est toujours positive parce que le futur que l'on m'a montré est positif. Je vais le résumer comme ça. Il y a le conseil d'Andromède est un conseil de civilisation très évoluée. Ils peuvent voir dans le futur et ils ont prédit une civilisation tyrannique qui prendrait naissance sur la Terre, qui serait le fruit d'alliances néfastes et qui prendrait naissance sur la Terre avec la Terre, la Lune et Mars. Et donc ils ont demandé à la Fédération Galactique de les aider à étouffer cette chose-là avant que ça prenne de l'ampleur dans toute la galaxie. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces envoyés, ces starseeds aussi, et puis tous ces extraterrestres qui viennent physiquement dans nos systèmes solaires. Et nos systèmes solaires est vraiment super surpeuplé de plein de gens qui se chamaillent. Ils sont venus ici pour vraiment nous aider à nous réveiller. Parce que nous réveiller, c'est le seul moyen, si on active notre conscience, c'est le seul moyen que l'on a pour arrêter tout ça. Étouffer l'œuf, le truc dans l'œuf. Ils pourraient, par des forces militaires, régler la question. Ils auraient pu le faire des milliers de fois, mais s'ils font ça, c'est une guerre ouverte et la Terre serait dévastée. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent, si ça dure autant de temps, c'est pour nous protéger, nous sauver, nous préserver et nous donner une chance. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces visions ou se sont fait dire par des êtres venus d'ailleurs avec des images épouvantables où ce qu'on voit le sol brûlé, il n'y a plus rien sur la planète, comme s'il y avait eu une explosion quelconque d'une bombe quelconque ou un truc catastrophique. Mais ça risque, parce qu'ils disent justement que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais toi, tu as un message meilleur à ce que je peux comprendre. Si on se réveille pas, c'est comme ça que ça va se terminer parce qu'il faut qu'ils mettent un terme à ça de toute façon. Donc, si on perd la partie, si on se fait tous assimiler comme des Borg, des robots esclaves, c'est game over. Et il va falloir qu'ils passent au plan B. Et effectivement, ces paysages de désolation, tout ça, ça fait partie de la timeline. Si nous, on ne se réveille pas à temps et qu'on se fait tous assimiler. Donc, eux, ils croient en nous. Ils ont cet espoir. Et Toran, mon contact, il me dit régulièrement,
si on ne serait pas là à nous sacrifier pour vous et à perdre des vies pour vous si on n'avait pas espoir en vous. C'est parce qu'on a espoir qu'on fait tout ça. On n'aurait pas ce genre de conversation-là présentement si l'espoir ne serait déjà plus là. Voilà, non, ils auraient déjà fait péter la planète, hein, de toute façon. Mais ils savent qui on est, nos alliés. Ils savent qui on est, ils savent qu'on est des êtres très spirituels qui ont été réduits à l'esclavage. Notre ADN a été altéré, tout ça. Ils veulent nous donner une chance. Ils veulent vraiment nous donner une chance. Et ils nous ont aidés depuis très, très, très longtemps. La Fédération Galactique, le Conseil d'Andromède, le Conseil des Cinq. Le message est qu'il me demande de passer tout le temps, c'est que il me dit de passer ce message tout le temps en anglais. Il dit « You have one job ». Vous avez un travail, un seul. Élevez votre fréquence. C'est tout ce que vous avez à faire. Parce qu'à partir du moment où vous élevez votre fréquence, vous vous libérez de vos chaînes. Et arrêtez de demander à genoux. Ça marche pas. Parce qu'ils m'ont dit aussi, on ne peut pas libérer un esclave qui se retient à ses chaînes. C'est pas possible. Il faut le vouloir de se libérer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Se tenir sur nos pieds et nous considérer à égal, finalement, avec tous ces êtres galactiques et embrasser notre puissance et arrêter de nous faire dire ce qu'on doit faire. Plus de peur, plus de confusion, reconnexion à soi-même, élever sa fréquence et hop, on fera notre part du job. La meilleure façon pour les gens d'élever justement leur fréquence, à part le Merkaba, comme je mentionnais tantôt, c'est quoi? Se couper des interférences et des perturbations broadcast par le deep state, tout ce qu'on nous envoie, la peur, les médias, la manipulation, tout ça. Se couper de tout ça, se retrouver seul avec soi-même par de la méditation, reconnecter avec qui on est. C'est assez long à expliquer, mais je veux dire, juste faire une méditation pour se reconnecter à son être de lumière, regarder à qui on est, à quoi on ressemble, et plus on se connecte à soi-même, plus on va vibrer dans notre vraie fréquence, et ne plus être assujetti à ces émissions de basse fréquence. On va être hors. Alors, c'est se mettre dans un état de paix, de joie, quand on rigole, quand on rit, c'est ça. Moi, j'appelle ça reconnaître sa divinité. Voilà. Parce que ça, c'est ce que les gens ont de la misère à accepter. Pas parce qu'ils l'ont pas vu, mais parce qu'ils veulent pas l'accepter. Parce qu'à partir du moment qu'on accepte sa divinité, on accepte un package de responsabilités que personne nous a imposé. On se l'impose à soi-même. D'être toujours honnête, d'être toujours franc, de regarder les gens et de leur parler avec notre cœur constamment. Et c'est ce qui est flagrant dans certaines personnes. Il y a des gens qui ont zéro connaissance sur des sujets qu'on vient de parler. Exact. Et ont cette petite magie-là au fond de leurs yeux depuis leur naissance. J'ai rencontré des gens qui sont venus nous jaser. On se connaît pas en tout, on vient de se connaître il y a quelques instants, puis on parle de ces sujets-là comme si ça fait des années qu'on s'en parle, puis c'est des gens que je connais même pas, là, que j'aurais jamais croisé dans ma vie autre qu'à cause du métier, mais on en est arrivé à ces conversations-là. Fait qu'il y a des gens aussi qui sont réveillés, connectés, sans nécessairement qui parlent de ces sujets-là. Moi, j'ai une manière très, très, très visuelle de l'exprimer. C'est peut-être mon côté méditerranéen avec les mains. Donc, ça, c'est la matrice, l'illusion. Ça nous bloque, c'est un bouclier qui nous bloque dans des basses fréquences. Et on est là. Alors, on est là et on tourne comme dans une machine à laver. Là. On n'arrive pas à s'en sortir. On est là et on est maintenu dans les basses fréquences. Volontairement. Hein. Et alors, l'éveil, c'est de faire des trous dans cette matrice et de passer, d'arrêter de tourner en rond, on arrête tout ici. Et on se reconnecte avec notre être intérieur, on passe à travers et puis là, à travers les mailles du filet, et là, hop, on regarde, et moi j'aime bien faire ça, parce qu'on fait ça, et puis on voit les autres, et on sait, oh, et on se reconnaît. J'aime bien l'idée. Oui, non, mais c'est ça, j'aime bien utiliser mes mains pour montrer ça. Et on se reconnaît, et on se voit, et on se voit.
Exact. Il faut le vouloir. Il faut le Ouais. vouloir. En C'est effet. ça. Je pense que c'est une belle conclusion. C'est vraiment. Je te remercie infiniment, Elena. J'avais tellement hâte qu'on puisse se parler enfin. Je te voyais aller un peu partout, étant donné que tu es sûrement très en demande aussi ici et là, parce que justement, donc tu es connue, je te dirais, à l'international, mondialement même. Tu es demandé par nos auditeurs, mais il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'on était en contact déjà. Mais en tout cas, tu es une bénédiction. Merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir participé à notre émission. Je rends grâce. Merci beaucoup. Et tu diras à ton chum d'en haut qui peut venir nous visiter, nous autres aussi, s'il y a des trucs à nous faire part, parce que je le demande. Je le demande. C'est ça. Il ressemble étrangement à celui que j'ai vu, justement, avec, comme je t'ai dit tantôt, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que j'ai vu des affaires comme ça, mais c'est ça. On ne démarrera pas un autre sujet là-dessus parce que on ne sera pas couché. On va partir pour une autre émission, ça, c'est sûr. C'est ça. C'est clair. L'avenir est merveilleux et magnifique. Libre énergie. Tout ce qui nous a été volé nous est rendu. Toute la science qui a été retenue loin de nous va nous être rendue, libérée. Et nous avons un futur paisible en vue. Il va y avoir des temps de confusion assez horribles avant d'y arriver. Mais il faut être des pierres dans la tempête, attendre que ça passe. Et ça va passer. Ça va passer. Merci. Merci beaucoup.